Je vous présente ici un moteur à air comprimé qui a un rendement énergétique bien supérieur à celui des moteurs à air comprimé que l'on rencontre couramment. On voit ici un prototype de ce moteur à air comprimé réalisé avec des moyens de fortune. Le système est composé principalement de deux cylindres, qui sont en fait des actionneurs pneumatiques ou des vérins pneumatiques. Au milieu de la figure, donc sur la droite, un petit cylindre et sur la gauche, un plus grand cylindre. Je vous expliquerai pourquoi ces cylindres sont complémentaires et permettent l'augmentation de rendement. Le mouvement des cylindres est transmis au vilebrequin sur la partie inférieure ici de la figure. Le système est complété par un système de vannes de distribution. On voit ici le système en fonctionnement. Le mouvement du vilebrequin est capté par le capteur de position. Cette information est transmise à une électronique qui commande les vannes de distribution du système. Dans un cylindre pneumatique classique, l'air comprimé qui alimente les cylindres est transformé en travail mécanique sous la forme de ce qu'on appelle un travail de déplacement. Ce travail de déplacement à pression constante peut être représenté dans le diagramme PV sur la droite de la figure par le rectangle limité par la droite horizontale à la pression P2 et d'une valeur de volume qui varie de V0 à V. En fin de course, l'air sous pression qui est dans le cylindre, qui a rempli le cylindre, est simplement libéré dans l'atmosphère. Évidemment que cette libération de cet air pressurisé dans l'atmosphère correspond à une perte énergétique significative. Du point de vue de la surface dans le diagramme PV, ceci correspond à la surface W2D qui va de V1 à un volume V2 qui est à définir en fonction du niveau de pression à partir duquel on libère dans l'atmosphère. Dans le système qui est proposé ici, on a donc deux cylindres. Un premier cylindre double effet, de petites sections, donc il y a des petits volumes. Un deuxième cylindre double effet de plus grandes sections, donc il y a des plus grands volumes. Les bielles des deux cylindres sont reliés au vilebrequin sur des manetons de vilebrequin situés à 180 degrés l'un de l'autre. Les pistons travaillent donc en alternance de mouvements. Lors du remplissage des chambres du petit cylindre, on effectue une première transformation énergétique en faisant du travail de déplacement à pression constante. Ensuite, dans les temps de retour, on transfère l'air des chambres du petit cylindre dans les chambres du second cylindre. Ce transfert d'air du petit volume au plus grand volume correspond à un travail de détente thermodynamique qui améliore de manière significative le rendement énergétique du système. Un calcul élémentaire permet de vérifier qu'on a environ un facteur 2 entre le rendement énergétique d'un simple cylindre et celui du système proposé ici. Il est évident que pour les deux systèmes, la consommation d'air à l'entrée est exactement la même. On a représenté ici les séquences de fonctionnement du système. On a donc les deux cylindres, le cylindre numéro 1 et le cylindre numéro 2. Pour le cylindre numéro 1, le petit, on a pour les volumes V1A et V1B une alternance à 180 degrés de phase d'admission et de phase de transfert de l'air dans les volumes du second cylindre. Pour le second cylindre, on a les volumes V2A et V2B. Pour ces deux volumes, on a ici une alternance entre les phases de transfert de l'air provenant des chambres du petit cylindre et des phases d'échappement de l'air détendu. On peut regarder encore une fois le système en fonctionnement. On
voit bien le capteur pour la position du rotor. Son information est transmise à l'électronique de commande des vannes. On voit aussi comment est construit la partie mécanique, c'est-à-dire le vilebrequin et les différents paliers. On voit encore une fois ici le système en fonctionnement avec un ralenti. Pour ceux qui seraient intéressés, je vous montre ici comment réaliser les différents éléments mécaniques d'un tel système. Pour la réalisation des paliers et des axes, on peut acheter dans le commerce, sur les grandes surfaces dédiées au bricolage par exemple, des tubes et des tiges métalliques avec des diamètres tout à fait compatibles. Ici, un tube d'un diamètre intérieur de 8 mm, diamètre extérieur 10 mm, et une tige qui vient parfaitement coulisser à l'intérieur du tube. Le diamètre de la tige est de 8 mm. On voit sur la partie droite de la figure ici un détail d'un des paliers du vilebrequin. Le tube métallique est inséré à l'intérieur d'un bloc de bois dur. On peut réaliser ces différents éléments mécaniques avec finalement très peu d'équipement. On voit ici que le perçage des pièces en bois pour y insérer les portions de tubes qui constitueront les paliers, on arrive avec une perceuse verticale et un foret pour le bois. On voit ici que le centrage est relativement aisé et relativement précis, en tout cas suffisamment précis pour la réalisation de tels équipements. Sur la droite, on voit ici bien sûr le tube inséré dans la partie en bois. Ensuite, ce tube est collé avec une colle à 2 composants par exemple. Pour la réalisation du capteur de position angulaire, on utilise un détecteur de proximité. Ce détecteur réagit à la présence d'un élément ferromagnétique en face de la tête du sensor, et le signal est transformé sous forme électrique à la sortie. Pour la partie rotorique du capteur, on utilise une pièce en bois dur aussi, ici, qu'on peut trouver dans le commerce. La portion ferromagnétique, ici, on voit qu'elle est réalisée à partir d'un élément de fortune aussi, un pied de table basse, qu'il est facile de scier et de coller sur la partie en bois. Et voilà, pour finir, la partie distribution. On utilise des éléments du commerce tels que les vannes électromagnétiques qui sont commandables très facilement avec une circuiterie électronique très simple. Il y a de la tuyauterie, des raccords, etc. Voilà.